n'avait pas d'hélice. Personne n'était censé le savoir. En octobre 1942, un avion de chasse américain décolla d'un désert californien sans faire le moindre bruit reconnaissable, sans la vibration familière d'un moteur à piston, sans le souffle d'une hélice qui fend l'air. Et pourtant, avant même de quitter le sol, cet appareil portait sur son nez une hélice entièrement factice, vissée là uniquement pour tromper les espions qui auraient pu l'observer de loin. L'avion le plus secret d'Amérique avait besoin d'un déguisement pour ressembler à quelque chose d'ordinaire. Ce paradoxe résume tout ce que fut le Bell P-59 Era Comet. En 1939, tandis que l'Europe s'embrasait, les États-Unis reçurent leurs premiers rapports alarmants en provenance de Grande-Bretagne et d'Allemagne. 2 appareils avaient volé sans hélice. Le Heinkel 178 allemand avait décollé le 27 août 1939, quelques jours seulement avant que la guerre n'éclate. Les Britanniques, eux, firent voler leur Gloster E-28-39 en mai 1941. Ces machines n'étaient pas de la science-fiction, elles existaient, elles volaient. Et les États-Unis, eux, ne possédaient rien de comparable. Les autorités militaires américaines avaient jusqu'alors rejeté la propulsion par réaction comme une fantaisie d'ingénieurs trop ambitieux, une curiosité de laboratoire sans avenir militaire réel. Cette erreur de jugement allait leur coûter plusieurs années de retard. Tout bascula en avril 1941. Le général de division Henry Arnold se rendit au Royaume-Uni pour assister à une démonstration du Gloster E-28-39. Ce qu'il vit ce jour-là le convainquit en quelques minutes de ce que des années de rapports n'avaient pas réussi à lui faire comprendre. Il rentra aux États-Unis avec les plans du réacteur Whittle dans ses bagages. Quelques mois plus tard, en octobre de la même année, un démonstrateur du turboréacteur Whittle W1X traversa l'Atlantique à bord d'un bombardier Consolidated B-24 Liberator, dissimulé dans la soute à bombe comme une cargaison ordinaire. Avec lui voyageaient les plans du moteur W2B23 et une équipe d'ingénieurs britanniques de la firme PowerJets. L'Amérique recevait ainsi, clé en main, la technologie qui allait changer la guerre aérienne. Il ne lui restait plus qu'à la transformer en arme. Le 4 septembre 1941, Arnold contacta General Electric pour produire une version américaine du moteur britannique. Le lendemain, il appela Lawrence Dale Bell, directeur de la Bell Aircraft Corporation à Buffalo, dans l'État de New York, pour lui confier la construction de l'avion. Bell accepta immédiatement. 3 prototypes devaient être construits dans le secret le plus absolu. Pour dissimuler le projet aux regards extérieurs, les autorités militaires lui donnèrent la désignation P-59A, suggérant qu'il s'agissait d'une simple extension du programme Bell XP-59, un chasseur à hélice conventionnel déjà annulé. Chaque élément du projet fut intentionnellement mal étiqueté. Les ingénieurs de General Electric parlaient publiquement de leur moteur révolutionnaire comme d'une simple pièce de rechange. Presque personne, au sein même de la compagnie Bell, ne savait ce qui se construisait réellement dans leurs ateliers. Le premier prototype arriva à Muroc Army Airfield par train le 12 septembre 1942, après 7 jours de trajet depuis l'est du pays. Muroc était un terrain militaire presque inconnu, dissimulé entre la montagne de San Bernardino et la Shadow Mountain en Californie, dont le nom lui-même était la simple inversion du nom de famille des frères Gorham qui avaient autrefois habité ces terres. Sa surface dure et sèche du lac Rogers assurait des décollages et des atterrissages fiables. Son isolement absolu garantissait que personne n'observerait ce qui s'y passait. À son arrivée, le prototype fut immédiatement équipé de son hélice factice. Les mécaniciens et techniciens envoyés sur place avaient quitté Los Angeles sans savoir qu'on les envoyait dans un désert. Certains crurent d'abord à une erreur d'affectation. Le 1er octobre, le pilote d'essai Robert Stanley effectua les premiers roulages à grande vitesse sur la piste. Le lendemain, 2 octobre 1942, le colonel Lawrence Craigie prit les commandes pour le tout premier vol. L'appareil décolla. Il vola. Le programme semblait tenir ses promesses. Puis Chuck Yeager, jeune pilote d'essai dont personne ne mesurait encore l'envergure, grimpa à son tour dans le cockpit.
Yeager, qui 5 ans plus tard serait le premier homme à franchir le mur du son en vol horizontal, était réputé pour ne jamais mâcher ses mots. Il vola, il atterrit. Et dans son rapport, il écrivit une seule phrase sur la vitesse de cet appareil censé révolutionner l'aviation de combat américaine. Cette phrase allait déclencher une crise que personne au Pentagone n'était prêt à affronter. Le rapport de Yeager ne contenait pas de compliments. Il décrivait un appareil qui volait, certes, mais qui n'effrayait personne. Sa vitesse maximale restait très inférieure à ce que les planificateurs militaires avaient espéré, et surtout inférieure à ce que le chasseur à hélice North American P-51 Mustang atteignait déjà en opération réelle. Un avion révolutionnaire par sa technologie se révélait donc moins performant qu'une machine conventionnelle déjà en service. Cette contradiction brutale ne fut pas immédiatement rendue publique. Le secret du programme interdisait toute diffusion, même en interne, au-delà du cercle strictement nécessaire. Mais à l'intérieur de ce cercle, la tension commençait à monter. Les problèmes ne se limitaient pas à la vitesse. Lors des essais en vol qui se multiplièrent à Muroc au cours des semaines suivantes, les 3 prototypes révélèrent des défauts structurels préoccupants. Le moteur accusait un temps de réponse insuffisant à l'accélération, ce qui rendait toute manœuvre d'urgence dangereuse. La stabilité latérale de l'appareil était clairement en dessous des exigences opérationnelles. Les premières versions du cockpit comportaient une station d'observation en plein air, héritée des biplanes d'une autre époque, qui fut rapidement découpée dans le nez de l'appareil pour être fermée. Chaque modification prenait du temps. Chaque semaine perdue était une semaine pendant laquelle les pilotes allemands volaient sur des machines de plus en plus redoutables. Et pendant ce temps, à Buffalo, les ateliers Bell continuaient d'assembler des prototypes dont personne ne savait encore s'ils pourraient jamais servir à quelque chose de concret. La question de l'armement devint rapidement l'un des rares points positifs du programme. Parce que le P-59 ne portait pas d'hélice, il n'existait aucune contrainte de synchronisation entre les tirs et la rotation d'une pale. Les armes pouvaient donc être placées directement dans le nez de l'appareil, dans l'axe parfait du tir. 3 mitrailleuses Browning M2 de calibre 12,7 mm et un canon M10 de 37 mm y furent installés. 4 bouches à feu pointées droit devant, sans déviation, sans calcul d'angle. Sur le papier, c'était une concentration de puissance de feu exceptionnelle pour l'époque. Mais tirer depuis une plateforme instable revenait à pointer un canon depuis un radeau en pleine tempête. Robert Stanley, chef pilote du projet, déclara que l'appareil vibrait dans son intégralité dès que le déclencheur de la mitrailleuse était actionné. L'avion tremblait au point que le viseur devenait inutilisable. Une puissance de feu remarquable, rendue pratiquement inopérante par la machine elle-même. L'US Navy fut contactée pour évaluer l'appareil, en vue d'opérations depuis des porte-avions. 2 exemplaires leur furent remis sous la désignation camouflée YFL-21, une étiquette supplémentaire destinée à brouiller les pistes dans les archives. Les pilotes de la marine prirent l'avion en main, l'évaluèrent méthodiquement et rendirent leur verdict sans ambiguïté. L'Era-Comet était inutilisable pour des opérations navales. Ses performances générales ne justifiaient pas les risques inhérents aux appontages, et sa fragilité structurelle rendait toute intégration sur porte-avions impensable. La marine se retira du programme sans hésitation. C'était la 2e institution militaire américaine à constater que l'avion ne tenait pas ses promesses. Il restait l'armée de l'air. Et l'armée de l'air, elle, avait déjà commandé 80 appareils de série. Cette décision de commande massive, prise alors que les défauts du prototype étaient déjà connus, s'explique par une logique militaire que la pression du temps rendait inévitable. Former des pilotes à la propulsion par réaction prenait des mois. Si les États-Unis voulaient disposer de pilotes de chasse à réaction compétents avant la fin de la guerre, ils devaient commencer immédiatement, même avec un appareil imparfait. Le P-59 ne serait peut-être pas un chasseur de combat redoutable, mais il pouvait servir d'école volante pour une génération entière de pilotes qui apprendraient à maîtriser cette technologie radicalement nouvelle. 20 appareils furent produits sous la désignation P-59A, 30 autres sous la version améliorée P-59B.
La livraison des premiers modèles A débuta à l'automne 1944. Le groupe de chasse 412e fut désigné pour les recevoir et commença l'entraînement à Muroc, sur ce même désert où tout avait commencé 2 ans plus tôt. Mais pendant que les pilotes du 412e apprenaient à voler sur une machine que ses propres concepteurs savaient défaillante, quelque chose d'autre se passait dans un hangar fermé à clé, à quelques kilomètres de là, sous un programme encore plus secret. Un avion que personne dans le groupe 412e n'avait le droit de voir était en train de terminer ses essais. Il s'appelait Lockheed P-80 Shooting Star. Et lors de ses premiers vols de comparaison officielle face au P-59, ses résultats laissèrent les observateurs sans voix. Ce qui se passa ensuite dans les bureaux du Pentagone allait forcer une décision que Lawrence Bell n'avait pas vue venir. Le Gloster Meteor atterrit à Muroc par un matin sans vent. Personne parmi les mécaniciens présents sur le tarmac ne savait officiellement pourquoi cet appareil britannique se trouvait là. Le 3e prototype du YP-59A venait d'être expédié en Grande-Bretagne en échange de ce météore de première série, le seul chasseur à réaction allié à avoir réellement combattu pendant la guerre. L'accord semblait équitable sur le papier. Dans les faits, il allait exposer au grand jour une vérité que les responsables du programme Bell redoutaient depuis des mois. Les pilotes de la Royal Air Force qui prirent en main l'Era-Comet américain n'eurent pas besoin de longues semaines d'évaluation pour formuler leurs conclusions. Leurs rapports furent clairs, précis et dévastateurs. L'appareil américain était jugé déficient sur presque tous les critères opérationnels qui comptaient réellement en combat. Sa vitesse maximale restait inférieure non seulement au météore britannique, mais également au chasseur à piston North American P-51 Mustang, ce que les pilotes de la Royal Air Force considérèrent comme une anomalie difficilement compréhensible pour une machine censée représenter la prochaine génération de l'aviation de chasse. Sa stabilité en virage était insuffisante. Son moteur répondait trop lentement aux variations de puissance. Dans un engagement aérien réel, chaque seconde de délai entre la commande du pilote et la réaction de l'appareil pouvait signifier la mort. Les Britanniques avaient déjà des centaines d'heures de vol sur réacteur. Ils savaient exactement de quoi ils parlaient. Et ce qu'ils voyaient dans le P-59 ne les impressionnait pas. Le capitaine Eugene Wink, l'un des premiers pilotes de ligne de combat du groupe 412e à voler sur l'Era-Comet, choisit ces mots avec une retenue qui en disait plus long que n'importe quelle critique directe. Il déclara que l'appareil lui semblait un peu fragile, un peu léger, comme si la machine n'avait pas tout à fait fini de devenir ce qu'elle était censée être. Il nota toutefois que le P-59 virait rapidement, ce qui constituait l'un des rares avantages concrets que les pilotes parvenaient à lui trouver. Mais un virage rapide ne suffisait pas à faire un chasseur capable d'affronter les appareils allemands ou japonais de 1944. La guerre ne se gagnait pas à coup de qualité marginale sur un appareil structurellement limité. C'est dans ce contexte que les résultats des essais comparatifs entre le P-59 et le Lockheed P-80 Shooting Star commencèrent à circuler dans les couloirs du Pentagone. Le Shooting Star avait été développé en parallèle dans le cadre du même programme noir dont le budget n'apparaissait dans aucun document officiel ordinaire et dont seuls quelques membres sélectionnés du Congrès avaient connaissance. Lockheed avait travaillé vite sous la direction de la division d'ingénierie d'élite que les initiés appelaient la Skunk Works. Les chiffres issus des premiers vols de comparaison officiels ne laissaient aucune ambiguïté. Le P-80 était plus rapide, plus stable, plus fiable, et sa réponse moteur était sensiblement meilleure. Il surpassait le P-59 sur presque chaque indicateur de performance mesuré. La décision qui s'imposait était évidente. Elle était aussi politiquement et financièrement douloureuse. L'US Army Air Forces avait commandé et partiellement reçu 50 appareils Bell. 20 P-59A et 30 P-59B avaient été produits ou étaient en cours de livraison. Des millions de dollars avaient été engagés. Des centaines d'hommes avaient travaillé pendant 2 ans dans le secret et la pression.
Reconnaître officiellement l'échec du programme signifiait admettre que tout cet investissement n'avait abouti à rien d'opérationnel, que l'armée américaine avait financé et construit un chasseur à réaction qui ne pouvait pas chasser. La décision fut néanmoins prise. Le P-80 remplacerait le P-59 comme premier chasseur à réaction opérationnel des États-Unis. Les Era Comet seraient relégués à un rôle d'entraînement avancé, confinés à Muroc et aux bases d'entraînement, loin de tout théâtre de combat réel. Pendant ce temps, en juin 1945, le groupe 412e reçut l'ordre de se préparer au déploiement. Ces pilotes, entraînés depuis des mois sur un appareil que le commandement savait dépasser, furent informés qu'ils partiraient avec leur P-59 vers le Pacifique. La guerre contre le Japon se poursuivait. Les combats dans les îles continuaient de faire des morts chaque jour. Et le groupe 412e allait rejoindre ce théâtre d'opération avec des machines que deux armées alliées avaient déjà jugées insuffisantes pour le combat. Les pilotes préparèrent leurs affaires. Ils révisèrent leurs procédures d'urgence. Ils regardèrent leurs appareils et surent ce qu'ils valaient. Et pourtant, ils se préparèrent à partir. Ce qui les attendait de l'autre côté de l'océan, ni eux ni leurs supérieurs ne l'avaient prévu. La nouvelle arriva sans préavis. Le 6 août 1945, une bombe unique détruisit Hiroshima. Le 9 août, Nagasaki disparut à son tour. Le 15 août, le Japon annonça sa capitulation. Le groupe 412e n'avait pas encore quitté le sol américain. Ses pilotes, entraînés pendant des mois sur un chasseur à réaction que personne d'autre ne voulait, se retrouvèrent soudainement sans guerre, sans mission et sans avenir immédiat. Les ordres de déploiement vers le Pacifique furent annulés en quelques heures. Le groupe fut transféré à Marchfield, en Californie, toujours avec ses P-59, toujours sans savoir ce qu'on allait faire d'eux. La guerre était terminée. Leur machine, elle, n'avait jamais servi à rien. La décision du commandement ne tarda pas. L'US Army Air Forces confirma officiellement ce que tout le monde savait depuis des mois. Le P-59 Era Comet ne serait jamais un chasseur opérationnel. Le Lockheed P-80 Shooting Star prendrait sa place dans les unités de première ligne. Les 50 Era Comet produits devaient être retirés du service immédiatement. Certains furent envoyés dans des musées ou des bases d'exposition. D'autres prirent une destination plus brutale, les champs de tir, où ils serviraient de cible au sol pour entraîner les artilleurs. Des avions qui avaient coûté des millions de dollars, construits dans le secret le plus absolu pendant 3 ans, furent criblés de balles dans le désert californien par des soldats qui ignoraient tout de leur histoire. C'était une fin sans gloire pour une machine sans victoire. Mais au milieu de cette liquidation méthodique, quelque chose d'inattendu se produisit. Les pilotes du groupe 412e, ces hommes que la fin de la guerre avait laissés sans mission, représentaient en réalité une ressource que l'armée américaine n'avait nulle part ailleurs. Ils étaient les seuls pilotes militaires américains à posséder des centaines d'heures de vol sur réacteur. Ils connaissaient les particularités de la propulsion par jet, ses délais de réponse, ses exigences spécifiques au décollage et à l'atterrissage, ses différences fondamentales avec tout ce qu'un pilote de piston avait appris. Cette connaissance, acquise sur un appareil raté, était en elle-même irremplaçable. Quand le P-80 entra en service et que l'armée chercha des instructeurs capables de former la génération suivante, les pilotes du 412e furent les premiers appelés. L'échec du P-59 avait produit, sans le vouloir, exactement ce dont l'aviation américaine avait besoin pour franchir l'étape suivante. Le moteur General Electric J-31, lui aussi issu directement du programme Era Comet, connut un destin similaire. Dérivé du turboréacteur britannique Whittle, adapté et produit en série par General Electric à partir de 1942, il devint le premier turboréacteur fabriqué en grande série aux États-Unis. Ses performances individuelles restaient modestes. Son amélioration par rapport au moteur britannique original avait été marginale et la vitesse maximale du YP-59A n'avait augmenté que de 8 km/h par rapport aux prototypes initiaux, ce qui représentait un progrès décevant pour 2 ans de développement intensif.
Mais les ingénieurs de General Electric avaient appris, dans le détail et dans la pratique, comment concevoir, produire et maintenir un turboréacteur à grande échelle. Cette expérience industrielle concrète allait directement alimenter les programmes moteurs des décennies suivantes. Muroc Army Airfield, le terrain isolé où tout avait commencé en septembre 1942, continua lui aussi d'exister et de se transformer. Les infrastructures construites dans le secret pour accueillir le programme Bell restèrent en place. Les pistes dures du lac Rogers continuèrent d'être utilisées pour des essais de plus en plus ambitieux. En 1947, ce même désert, ces mêmes pistes, accueillirent l'avion qui allait franchir le mur du son pour la première fois en vol horizontal. Le terrain prit le nom d'Edwards Air Force Base et devint le centre mondial des essais de l'aviation militaire américaine, abritant aujourd'hui le centre d'essais de l'armée de l'air, le centre de recherche en vol Armstrong de la NASA et l'école des pilotes d'essai. Tout cela avait commencé avec un appareil raté et une hélice en bois vissée sur un nez pour tromper des espions qui ne vinrent jamais. Il restait une dernière question sans réponse. Sur les 50 Air Acomet produits, 6 survécurent à la liquidation générale. 5 d'entre eux furent rapidement localisés et affectés à des bases ou des musées identifiés. Le 6e disparut des registres officiels pendant plusieurs années. Quand sa trace fut retrouvée, l'endroit où il avait été conservé révéla quelque chose que personne dans les archives du programme n'avait anticipé. Et ce détail précis, aussi discret qu'il puisse paraître, changeait la façon dont on devait lire toute l'histoire du premier chasseur à réaction américain. 6 appareils, c'est tout ce qui resta de l'Air Acomet. Sur 50 machines produites, 44 avaient disparu, détruites, brûlées, criblées de balles ou simplement abandonnées jusqu'à ce que le métal cède. Les 6 survivants furent retrouvés à des endroits différents, dans des états différents, portant chacun les traces d'une histoire que le secret officiel avait longtemps rendu impossible à raconter. L'un d'eux se trouvait à ce qui allait devenir Edwards Air Force Base, gardant silencieusement le terrain où il avait appris à voler. Un autre fut envoyé au Pioneer Village dans le Nebraska. Un troisième rejoignit le National Museum of the United States Air Force près de Dayton dans l'Ohio. Un quatrième fut dirigé vers la March Air Reserve Base en Californie. Un cinquième prit la route de Washington pour intégrer le National Air and Space Museum. Et le 6e, celui dont les registres avaient perdu la trace pendant plusieurs années, fut retrouvé à Chino en Californie, au musée Plains of Fame, dans un état qui surprit ceux qui le découvrirent. Cet exemplaire n'était pas simplement exposé, il était en cours de restauration active, avec l'intention déclarée de le remettre en état de vol. Les techniciens du musée travaillaient à le faire voler à nouveau avec des moteurs General Electric J31 d'origine, les mêmes turboréacteurs qu'il avait propulsés pendant les essais de 1942 et 1943. Ce projet de restauration en conditions de vol était en lui-même une déclaration. Il signifiait que l'Air Acomet n'était pas simplement une pièce de collection, un objet figé dans le temps, mais une machine dont quelqu'un estimait encore qu'elle méritait de voler. Que son histoire n'était pas close, que le ciel californien qu'il avait vu naître pourrait encore le voir manœuvrer. Mais la vraie question que pose l'histoire du Bell P-59 n'est pas celle de sa survie. C'est celle de son échec et de ce que cet échec a réellement produit. L'appareil n'abattit jamais un seul avion ennemi. Il ne participa à aucune opération de combat, il ne protégea aucune formation de bombardiers, ne couvrit aucun débarquement, ne détruisit aucune installation au sol. Sur les critères habituels par lesquels on juge un chasseur militaire, le P-59 fut un échec complet et documenté. Pourtant, retirer de l'histoire de l'aviation américaine le programme qu'il avait produit reviendrait à retirer les fondations d'un édifice en prétendant que le bâtiment tient tout seul. Frank Whittle avait déposé son brevet pour le turboréacteur en 1930. Pendant 11 ans, son invention fut ignorée, moquée, laissée sans financement suffisant. Quand le général Arnold rentra des États-Unis avec les plans du moteur britannique en 1941,
Les ingénieurs américains de General Electric partirent d'une technologie étrangère qu'ils ne maîtrisaient pas. 4 ans plus tard, ils produisaient en série le premier turboréacteur américain. Ce moteur était modeste, mais les hommes qui l'avaient construit savaient désormais comment construire le suivant et celui d'après. La chaîne ne s'interrompit jamais. Les moteurs qui propulsèrent les chasseurs américains en Corée en 1950, les appareils qui patrouillèrent le ciel de l'Europe pendant la guerre froide, les turboréacteurs qui équipent aujourd'hui les avions de ligne dans lesquels des millions de passagers voyagent chaque année, tous portent dans leur conception l'empreinte directe de ce premier effort maladroit et imparfait réalisé dans le désert de Californie entre 1942 et 1945. Chuck Yeager franchit le mur du son le 14 octobre 1947. Il était aux commandes d'un Bell X-1, un appareil conçu et construit par la même compagnie qui avait produit les Raccomet. Il décolla de Muroc, le même terrain poussiéreux où le P-59 avait effectué ses premiers roulages 5 ans plus tôt. Les mécaniciens qui préparèrent son avion ce matin-là avaient pour certains travaillé sur le programme secret. Le désert n'avait pas changé. Le lac Rogers était toujours là, plat et dur sous le soleil. Ce qui avait changé, c'était tout le reste. Yeager passa Mach 1 en vol horizontal et l'histoire de l'aviation bascula définitivement. Ce moment n'aurait pas été possible sans les années d'échecs, de corrections et d'apprentissage brutal que le P-59 avait imposé à ceux qui l'avaient construit et piloté. L'avion qui ne tira jamais un coup de feu au combat avait quand même changé la guerre. Pas en volant au-dessus des champs de bataille, mais en formant les mains, les esprits et les réflexes de ceux qui allaient bâtir l'aviation du siècle suivant. C'est peut-être la forme la plus discrète du courage que de construire quelque chose que l'on sait imparfait, de l'envoyer dans le ciel malgré tout et d'apprendre de chaque défaillance jusqu'à ce que la machine suivante soit enfin ce qu'elle devait être. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas, laissez un commentaire en dessous avec le nom du premier chasseur à réaction que vous connaissiez avant de regarder cette vidéo. Likez cette vidéo si vous pensez que les échecs de l'histoire méritent d'être racontés autant que les victoires. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parce que la prochaine machine dont nous allons parler fit exactement le contraire du P-59. Elle combattit, elle tua, et personne ne voulut jamais admettre à quel point elle était dangereuse.